Mais j'ai effectivement utilisé toutes ces molécules très intéressantes à redécouvrir de notre pharmacopée, et il y a encore bien d'autres choses à dire puisqu'il y a tout un tas de plantes qui peuvent nous aider également. Ce soir, nous avons convenu de parler des effets secondaires des vaccins. Et je voudrais articuler mon exposé en deux parties, parce qu'il y a les effets qu'on voit déjà et qu'on va voir de plus en plus, parce que malheureusement ils sont très importants et ils vont être difficiles à cacher. Et puis il y a au-delà de ça des effets peut-être plus pernicieux et plus spirituels et psychologiques, et on va partir un petit peu dans l'intangible si vous le voulez bien. Donc au fil de ma pratique de ces 2 dernières années, j'ai découvert la maladie parce que mon papa a été très tôt touché par Covid, et que vu son âge, 87 ans, fin mars 2020, il y avait peu d'espoir qu'il soit soigné à l'hôpital, et donc j'ai dû affronter la maladie avec beaucoup de crainte. J'étais vraiment terrifiée, mais il y avait déjà quelque chose qui me tracassait à ce moment-là, c'est que ça me semblait être la première pandémie dont j'avais connaissance, où l'État disait aux médecins de ne pas aller soigner les gens. Et ça, je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne technique pour que ça se passe bien. Donc voilà, je suis amenée à soigner mon papa, et oh miracle, en 2 jours, avec un simple antibiotique, même pas avec les molécules interdites, avec un simple antibiotique, il guérit. Et donc je me voilà toute rassurée à attendre l'hécatombe, et il ne se passe rien en fait. Absolument rien en mars, en avril, en mai. Et je vais me proposer à l'hôpital pour soigner. Je me dis, les gens ne sont pas dans les rues, ce n'est pas mes patientes, donc j'ai pas beaucoup de travail. Je vais offrir mes bras et mes petites compétences là où c'est nécessaire, puisque les hôpitaux sont débordés. Et puis on me dit, on n'a pas besoin de toi, parce qu'on n'a pas assez de travail pour nos assistants. Nos jeunes médecins sont en congé 2 jours par semaine. Bon. Alors je me dis, logique, puisqu'on a demandé aux gens de ne pas aller chez le médecin et aux médecins de ne pas soigner les gens. Donc jusque-là, mais je trouve quand même toujours ça très particulier. Le temps passe, 1 année passe, et il nous propose cette solution magique de vaccination. Et évidemment, moi qui avais déjà l'idée que ça se soignait très bien avec un antibiotique que je connais depuis longtemps, j'avais absolument pas envie d'embrayer dans un vaccin expérimental avec une technologie ARN messager. Je me souvenais très bien de mes cours de virologie. Faut quand même savoir, je suppose qu'il doit y avoir des médecins dans la salle. En fait, moi j'ai terminé ma médecine il y a 25 ans, et mes souvenirs des cours d'immunologie, c'est qu'on était vraiment très mal formés, qu'on avait en tout et pour tout concernant les vaccins un cours d'histoire de la vaccinologie, Pasteur, blablabla, et puis c'est tout. En fait c'est tout, et donc on n'y connaît rien en fait. On a beau être médecin, on a beau être généraliste, si on n'a pas fait l'immunologie, l'infectiologie ou la vaccinologie vraiment en complément, on n'y connaît strictement rien. Mais je me souvenais de mes cours de virologie, et je me souvenais qu'il y a la transcriptase reverse, cette fameuse petite enzyme qui permet de lire à l'envers l'ARN messager pour en faire de l'ADN, et je trouvais tout ça assez imprudent. Et donc j'ai dit non, pas pour moi le vaccin, pas pour mes enfants, pas pour mes patientes. Le problème, c'est qu'un gynécologue voit ses patientes 1 fois par an, sauf grossesse évidemment, mais bon, je les vois 1 fois par an. Et que j'étais pas encore tout à fait formelle, je lui aurais demandé d'attendre, mais j'avais peut-être pas encore les arguments qu'il faut, et donc le temps est passé, et maintenant, 2022, beaucoup de mes patientes qui reviennent pour leur visite annuelle, eh bien, elles ont été vaccinées. Mes patientes enceintes aussi. Mes patientes enceintes aussi, parce que souvent elles ont fait 1, 2 doses, voire 3, avant d'être enceintes.
Et donc, je suis confrontée maintenant à une nouvelle humanité. Parce qu'elles font des trucs bizarres, ces dames vaccinées. Au début, c'était plus des annulations. Donc, les gens ne venaient pas. Il y a des délais énormes chez moi. C'est un vrai scandale. On n'est pas assez nombreux. Donc, il faut attendre 9-10 mois pour me voir. Elles prennent rendez-vous 1 an à l'avance. Quand elles ne viennent pas, c'est qu'elles ont vraiment une raison. En plus, elles m'aiment bien. Je me demande pourquoi. Et donc, elles annulaient parce qu'elles avaient un zona, elles avaient des crises de migraine épouvantables, elles avaient des douleurs articulaires phénoménales, elles étaient bloquées du dos, elles avaient été opérées puis ça guérissait pas, elles avaient de l'algodystrophie, tout ça c'est peut-être des mots que vous avez entendus, des crises d'herpès, des AVC, bien sûr, sinon c'est pas marrant, une hypertension incontrôlable, des acouphènes, des vertiges, ça c'était une avalanche d'annulations. Et puis j'ai vu arriver les autres, celles qui venaient parce que ça va pas en gynéco, et qu'elles saignent après la ménopause, ou qu'elles n'ont plus leurs règles, ou que la pilule ça va plus, alors qu'elles étaient tranquilles depuis longtemps avec leur pilule, elles recommencent à saigner, puis elles ont très très mal au ventre, et puis elles ont des boules dans le sein, puis je me suis vraiment dit ça y est, ça commence. Je l'avais craint, je ne disais pas que je le savais, mais je le craignais, et ce qui est arrivé m'a semblé logique en fait. Ce qui arrive, c'est vraiment que ces vaccins vont chercher les fragilités chez les gens. Et comme nous sommes tous différents, on va voir émerger des pathologies qui sont extrêmement variées. Et du coup, vous avez pas mal de médecins qui se disent peut-être que c'est une mauvaise période, qu'il y a beaucoup d'allergies, en ce moment où il y a pas mal de neuropathie, c'est curieux. Mais il y a évidemment les séquelles du Covid, tout le monde est Covid long. Et puis il y a aussi la pollution atmosphérique qui explique pourquoi on a autant de crises d'asthme, etc. Et il n'y a vraiment pas de remise en question de la vaccination, parce que le vaccin c'est bien. Parce que le vaccin c'est la seule solution contre une maladie mortelle. Donc, ils n'ont pas le choix, dans leur schéma de pensée, mes confrères n'ont pas le choix que de se dire ça peut pas être ça, parce que sinon on va tous mourir de Covid. Donc le vaccin c'est bien. Et donc je me suis mise en lien avec une association qui s'appelle Où est mon cycle, qui a été fondée par une jeune femme qui est ébéniste, qui est formidable. Et Mélodie, elle a 32 ans, elle a fait 2 vaccins, et après son 2e vaccin, elle a commencé à avoir des problèmes de cycle importants, avec des alternances d'aménorrhée, donc pas de règles, et de moments de ménorrhagie, règles abondantes, avec grosse douleur. Et elle a un certain bagou, elle n'a pas de tabou, elle a parlé autour d'elle, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de cas comme ça, et donc elle a fondé ce collectif qui a très vite pris de l'ampleur et qui a été reçu au Sénat français. Il faut savoir que le Sénat français a quand même daigné envisager que les vaccins pouvaient avoir des petits effets secondaires, et ils ont lancé une enquête. Mélodie a été reçue, pas moi, parce que je me suis ralliée à sa cause 2 jours avant, je crois, ou la veille, mais j'ai quand même été reçue au Parlement européen avec la députée Virginie Joron et avec Maître Diane Prota, qui est avocate et qui s'occupe non seulement du collectif Où est mon cycle, mais aussi du collectif Les Navigants Libres. Alors les Navigants Libres, ça va être d'actualité parce que c'est les vacances, c'est très sympa, tout le monde a envie de partir, en plus on n'a plus les masques, youpi youpi, et donc on va prendre l'avion. Et les Navigants Libres sont tous ces membres des personnels de navigation, hôtesses de l'air, pilotes, stewards, qui nous accompagnent, qui vous accompagnent dans les vols, et qui se sont unis parce qu'eux aussi, ils ont bien vu qu'il y avait des effets secondaires. C'est quand même très très problématique qu'une hôtesse de l'air fasse une hémorragie gynécologique en plein vol, ou que votre pilote fasse un infarct juste avant de poser l'avion. Il y a des dizaines de vols qui ont été détournés pour ces raisons-là, des dizaines. Et il y a des centaines de personnes dans le collectif Les Navigants Libres
Et Maître Prota, c'est un avocat européen, mais qui a aussi la possibilité de plaider aux États-Unis. Et donc, elle représente également 600 pilotes de l'armée américaine qui ont les mêmes problèmes. Tiens donc. Et donc, nous voilà à parler au Parlement et j'évoque mes conflits d'intérêts parce que, en tant que médecin, j'ai évidemment la visite des délégués médicaux et donc c'est vrai, j'admets que dernièrement on m'a offert un paquet de post-it, 2 bics et un resto lors d'une réunion avec d'autres collègues. Donc voilà, ça ce sont mes conflits d'intérêts, mais je peux payer le resto et j'achèterai des bics. Donc voilà, j'évoquais ça et j'appuyais le collectif parce que évidemment une femme qui saigne et qui a mal au ventre, bah, c'est banal, c'est vraiment le stress qui peut donner ça, tout le monde le sait. Hein, on sait aussi que les grandes sportives n'ont plus leurs règles parce que ben voilà, quand elles font beaucoup d'efforts, ça fait disparaître leur cycle. Donc les cycles des femmes, ça vient, ça va, ça vient, c'est très instable ces trucs-là. Véran, le ministre français, a d'ailleurs dit que bon, ça allait partir 2-3 mois, puis ça reviendrait, puis il fallait pas faire toute une tartine, quoi, voilà. Et donc, via cette émission au Parlement européen, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, de dire que effectivement, même si le stress peut parfois être en cause, ben, il a bon dos en l'occurrence, et que Mélodie ne rêvait pas, et toutes ces femmes et ces pilotes avaient bien raison de se poser beaucoup de questions, et qu'il était plus que temps qu'on en parle. Et on m'a demandé si j'étais inquiétée par l'ordre des médecins. J'ai dit pas encore. Et donc l'avocate a dit, si vous êtes inquiétée, je vous défendrai. J'ai pas mis longtemps à l'appeler. Et elle est venue. Voilà. Donc, c'est même pas ça qu'on m'a reproché. Hein. On m'a reproché une fameuse vidéo, une intervention de 4 minutes où j'étais assez en forme. Parce que la semaine d'avant, j'avais vécu cette fameuse manifestation où on était 50 000 selon les autorités et 10 fois plus selon les organisateurs. Et j'étais restée vraiment jusqu'au bout, jusqu'au moment où on ne peut plus résister parce qu'on a du gaz dans les yeux et les autopompes qui nous visent. Donc à ce moment-là, ben, j'étais partie chassée par les CRS avec mes enfants. Et j'étais extrêmement choquée, comme on s'en doute, d'avoir vécu ça. J'avais vraiment enfin... sous le nez la démonstration de ce que je pressentais, c'est-à-dire que notre démocratie n'a plus de démocratie que le nom. Et j'avais vraiment eu le besoin de m'exprimer parce que la semaine qui a suivi cette manifestation, nous étions 3000. Ils avaient réussi en fait à faire peur à tous ces gens. Et donc, ce jour-là au Ezel, j'ai dit qu'il était temps qu'on parle de tout ça, et qu'il était temps que les médecins reprennent leur médecine et leur rôle, et qu'on n'aurait d'ailleurs jamais dû l'abandonner. On n'aurait jamais dû accepter de céder à un ordre venu de personnes qui ne sont pas médecins, qui n'ont jamais soigné de gens, et on n'en aurait pas été là. Donc j'ai dit maintenant, il est temps de cesser de vous cacher derrière votre téléphone et de reprendre vos patients en charge, de les recevoir. Un patient, un malade, ça s'examine, pas par téléphone. Moi, j'ai des gens qui m'ont raconté qu'ils avaient dû tousser dans le téléphone, faire des photos de leur gorge. Oui. Donc, récemment, il y a 2 semaines, on m'a dit que, parce que c'est toujours le cas maintenant, hein, les médecins ont 3 doses de vaccin, ce miraculeux vaccin qui va nous sauver tous, mais ils n'osent toujours pas soigner les gens. Et il y a 2 semaines, on m'a parlé d'une dame qui attendait depuis 10 jours très très mal chez elle et qui a fini par appeler un autre médecin qui a découvert qu'en fait elle n'avait pas Covid mais elle avait une leucémie. Et donc évidemment,
ça, les erreurs thérapeutiques par téléphone, ça va se multiplier. C'est déjà pas évident de tout de suite trouver le bon diagnostic, mais si vous n'examinez pas les gens, ça va être pire, évidemment. Et il y a toute une série de personnes qui sont décédées ou qui ont effectivement des séquelles de Covid, parce que je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais qui seraient peut-être en bien meilleur état si elles avaient été prises en charge tout de suite, et pas forcément par des molécules suspectes ou que sais-je, mais simplement par de la médecine de terrain classique que nous avons tous fait, que nous avons tous appris pendant nos études, c'est-à-dire des antibiotiques, de la cortisone, des anticoagulants s'il y a des problèmes circulatoires et de l'oxygène pour ceux qui en ont besoin. Donc vraiment des soins qu'on va faire pour une bronchite ou une sinusite, vraiment sans se poser de questions. J'étais aussi un peu beaucoup fâchée sur l'histoire des masques, parce que les masques, c'est une arnaque en fait, cette histoire de masque. Donc le masque chirurgical, il y a déjà un indice dans le nom, ça s'utilise en salle d'opération, dans un environnement où l'air est constamment renouvelé et filtré, et personne n'y touche pendant l'opération, ne touche pas à son masque, et le masque sert à éviter de postillonner, de contaminer la plaie opératoire, et jamais le chirurgien ne met un masque de peur que le patient l'attaque avec des tas de microbes. Donc voilà. Et donc il m'a semblé tout de suite, et il me semble encore maintenant, proprement scandaleux d'avoir fait croire aux gens que ça allait les aider et d'avoir masqué les enfants. Moi, ça me fait hurler, tout simplement. C'est épouvantable. Pour aussi évoquer toutes les incohérences, il y a les tests PCR. Bon, déjà qu'on sait que ça ne sert pas à ça, que ça n'a pas été créé pour ça. En plus, il faudra quand même que mes confrères m'expliquent pourquoi ils doivent aller ramoner la moitié du cerveau pour chercher un virus, alors que quand on se mouche, on doit jeter son mouchoir plein de virus dans une poubelle fermée avec un couvercle. Voilà. Donc là, on a perdu les médecins, les pharmaciens et toutes les infirmières, tous ceux qui font les tests bien loin et qui vous font pleurer et qui font hurler les gosses. Pour moi, on a vraiment perdu tout bon sens sur les tests PCR. Et donc, je ne me suis pas privée de dire combien j'étais préoccupée pour les générations futures, à qui on a finalement retiré la possession, la propriété du corps. Donc on a là des petits bouts, tout petits maintenant, puisque c'était 5-6 ans les derniers. Et puis on teste les bébés aussi, il ne faut pas oublier. Mais bon, à partir de 5-6 ans, on a donc appris aux enfants que du jour au lendemain, ils pouvaient être enfermés, ils pouvaient être masqués, on pouvait mettre des trucs dans leur nez, on pouvait exiger qu'ils soient piqués, on pouvait leur interdire de jouer ensemble. Et ça pouvait leur tomber dessus n'importe quand. Et qu'en plus, on pouvait même dire que c'était de leur faute parce qu'ils avaient pas fait attention à leur masque, ils avaient osé attraper un microbe. Donc ça m'a évidemment, en tant que médecin, en tant que maman, complètement épouvantée. Et il est temps que les médecins, que les institutrices et instituteurs, que les éducateurs, que tous ceux qui sont en contact avec des enfants reprennent aussi leur rôle et leur bienveillance envers les petits et cessent d'avoir peur d'eux, parce que ce n'est pas à eux de nous protéger. Et puis, j'ai un dernier truc, c'est que j'ai osé dire que l'immunité naturelle est meilleure que l'immunité vaccinale. Alors, il faut savoir que l'OMS, qui est toujours à la pointe du progrès, a modifié sa définition de l'immunité assez récemment, puisque avant c'était une protection acquise lors de la rencontre d'un microbe ou grâce à un vaccin. Maintenant, l'immunité, c'est acquis grâce à un vaccin. Voilà. Bon. Et il n'y a pas un médecin qui s'en est ému, pas un médecin de plateau, pardon. Il y a plein de médecins, il y a plein de scientifiques
qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais comme nous sommes dans une guerre de communication et d'information, c'est vraiment une guerre médiatique avant tout, les voix dissidentes, elles sont persécutées, elles sont censurées, on fait des vidéos, elles sont éliminées de YouTube, on parle un peu sur Facebook, on a dit un truc de trop, puni pour un mois. Shadowban, on apprend des nouveaux mots. Mes enfants m'ont dit que j'étais shadowban, donc je suis shadowban régulièrement sur Facebook, c'est-à-dire que pendant un mois, on peut pas voir ce que je... Enfin, il faut chercher ce que je dis, il faut y penser, quoi. Donc, et ça, c'est organisé par des gens qui sont pas médecins. J'ai partagé la notice Pfizer des effets secondaires qu'ils demandaient qu'on surveille. Je suis quand même médecin. Et ben j'étais bannie par Facebook parce que ça c'était au contraire aux critères oui, de la communauté. Je sais pas, enfin, bon, donc ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. On est vraiment dans un problème essentiellement d'information. Mais il faut croire qu'elle circule quand même bien, l'information, puisque mes confrères ont vu cette petite vidéo de 4 minutes et ils s'en sont offusqués. Hein, comment j'ai osé dire qu'ils étaient lâches de soigner par téléphone, de se cacher, j'ai dit qu'ils se cachaient derrière leur téléphone. Et j'ai pas dit tous. J'ai dit beaucoup de médecins pensent encore qu'ils ne savent pas soigner Covid et donc ils se cachent derrière leur téléphone. Il est temps d'arrêter ça. Donc ils ont été très très émus de mes propos et ils ont donc couru pleurer chez maman. Ils ont donc porté plainte à l'ordre. Et pour la petite anecdote, il y a donc un généraliste plus un groupement de généralistes dont il est le président. Et ils écrivent dans leurs commentaires, elle dit qu'il ne faut pas respecter les barrières. Et nous, on a tout respecté. Et elle n'est pas gentille, elle dit qu'il ne faut pas. C'était assez comique. Et voilà. Donc, j'ai proposé qu'on puisse se rencontrer pour discuter de tout ça. Et qu'eux m'apportent la preuve que le vaccin n'a aucun effet secondaire, que le masque est très utile, que l'immunité naturelle est moins bonne que l'immunité vaccinale et qu'on soigne très bien Covid avec du Dafalgan par téléphone. J'attends encore la conclusion de la commission d'enquête de l'Ordre des médecins. Donc, je pense que je ne l'aurai pas avant les vacances, parce qu'on est quand même le 29. Et je suppose que ça fait partie de la technique pour nous mettre tous sur le grill et nous faire craquer afin qu'on aille demander pardon. Ce que, bien sûr, nous allons faire en courant, tous, c'est évident. Voilà. Donc, pour revenir aux effets secondaires, je vois une bonne quinzaine de patientes par jour. Heureusement, elles ne sont pas toutes vaccinées. Il y en a qui résistent, il y en a qui me suivent quand même plus ou moins sur les réseaux sociaux quand je ne suis pas ghostée. Et qui prennent conscience. Il y en a qui sont bien clairvoyantes depuis le début et qui sont contentes que j'en parle, mais qui ne m'ont pas attendu pour réfléchir, heureusement. Mais il y en a qui prennent conscience qu'il y a quand même un problème. Et donc, elles sont en phase de réflexion. Et moi, quand je les reçois, si je les sens un tout petit peu réceptives, j'y vais évidemment. Donc, mes consultations ne sont plus des consultations, mais des séances de prêche où j'explique tout ce qui pourrait... où j'explique pas. J'instille le doute en elles. Je vais attiser un petit peu ce questionnement qu'elles ont déjà et c'est elles qui me regardent après et qui me disent « Vous voyez que c'est ça ?» Et donc je dis « C'est décrit. » Et ça permet non pas de les sauver elles, entre guillemets, parce que je ne suis pas là pour les sauver, c'est elles qui sont responsables d'elles-mêmes, mais ça permet au moins qu'elles puissent réfléchir à la vaccination de leurs enfants, parce que c'est ça qui va arriver. Et surtout, à ce qu'elles sont prêtes à accepter ou à refuser par rapport au fait qu'on va mettre la pression sur les parents pour qu'ils vaccinent leurs enfants.
Et je veux qu'elle soit consciente que ça va peut-être être très difficile de résister, parce qu'on va se retrouver avec des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école peut-être, ou avec des enfants justement qu'on doit tester, tenter plus, alors que c'est parfaitement scandaleux, c'est complètement débile en plus, c'est complètement inutile. Parce que maintenant, il y a tellement de variants qu'on va finir par rechercher tous les virus de la planète, donc forcément on trouvera toujours quelque chose et tout le monde sera toujours positif. Donc ça n'a mais aucun sens, mais comme on est face à une espèce de dictature sanitaire, le sens et la médecine, ça n'a plus aucune importance en fait. Ce qu'il faut, c'est suivre le protocole. En parlant de protocole, j'ai une petite anecdote assez croustillante. Ça commence très bien. Une de mes meilleures amies a une maman de 90 ans qui a un cancer en phase terminale. Youpi! Et cette petite dame, elle parle polonais. Et elle a tellement mal que mon amie ne peut plus gérer ça à la maison. Et elle la met à l'hôpital. Et une fois que la maman rentre à l'hôpital, avril 2022, une fois que la maman rentre à l'hôpital, on ne peut plus aller la voir. C'est interdit. Mais elle n'est pas dans un service Covid. Et mon amie, elle a 2 doses de vaccin. Simplement, c'est le protocole. On ne peut pas aller voir... voilà. Mais l'infirmière, elle est désolée. Ah, ça va alors. Donc mon amie, elle est polonaise, puisque sa maman, elle parle polonais. Mon amie, elle est polonaise, elle ne se laisse pas faire. Elle finit par forcer la porte de la chambre de sa maman. Elle la voit un petit peu quand même. Elle se fait vraiment houspiller par le service de garde et ça finit tout ça avec des grands cris de tragédie polonaise, puisque c'est pas grec. Et puis 2-3 jours passent où elle peut de nouveau plus aller voir sa maman. Et puis la maman, elle décède. Et à partir de là, c'est un autre protocole. Donc là, la famille peut venir voir le corps dans le service, dans le même service, dans la même chambre. Toute la famille peut venir voir le corps. Voilà. Parce que c'est écrit. Et si c'est écrit, c'est bien. Et c'est sûrement comme ça qu'on va pouvoir éviter Covid. Rien à voir en fait, mais c'est écrit, c'est le protocole. Donc on est là avec des gens qui sont sur les genoux, les infirmières, parce que j'ai beaucoup de respect pour les infirmières, pour les sages-femmes, pour les aides-soignantes et pour tout le personnel qui est à l'hôpital, les brancardiers, enfin je ne vais pas citer tout le monde, mais on est là avec des gens qui sont à genoux, qui ont été terrorisés évidemment au début, comme tout le reste de la population, mais à qui en plus on a dit des choses complètement folles comme aller soigner sans protection, ou mettez des masques périmés, ou gardez votre masque 2 jours, alors qu'ils savent bien quand ce n'est pas comme ça que ça marche. Allez soigner quand vous êtes malade, si vous n'êtes pas trop malade, c'est pas grave. Enfin bon. Donc ils sont exténués et ils n'ont plus la capacité de résister. Ils n'ont plus la capacité de réfléchir à la logique de tout ça. C'est tellement plus reposant de s'appuyer sur un protocole. Donc on va aller vers une médecine comme ça. Et mes confrères sont contents, eux. Parce que, enfin pas tous, sans doute, sûrement pas, mais il y en a beaucoup qui sont quand même fort contents de l'évolution de la médecine, parce que le fait de pouvoir faire des consultations en visio, ça fait gagner du temps. Je vous rappelle que je suis gynécologue, donc va falloir mettre le téléphone bien loin pour que je puisse faire une bonne consultation, mesdames. Donc, voilà. Ça, le président du principal syndicat des médecins, il est gynéco aussi, mais lui, il est content de pouvoir faire des visios. Il a sûrement un protocole différent du mien. Et donc, il se réjouit parce qu'on va pouvoir gagner du temps, être plus compétitif aussi,
Et cerise sur le gâteau, ça vous concerne. Vous allez pouvoir comparer la performance des médecins et choisir votre médecin à la performance. Mais quelle chance vous avez! Ça, c'est formidable. Hein? Super, les patients de demain. Voilà. Donc, ça, c'était les dernières nouvelles des États-Unis parce que mon collègue, à mon avis, il est bien vacciné puisqu'il a pu voyager et il revenait avec toutes ces super infos en grand dans le journal du médecin. 8 publicités pour des médicaments dans le journal du médecin de cette fois-là. Donc, ça, c'était vraiment super. Et Van den Broek, qui lui est toujours très très attentif à notre bien-être au travail et à la santé de la population, lui, il trouve que sûrement les médecins qui sont dans les cabinets privés font pas bien la médecine, parce qu'on ne peut pas trop savoir comment ils la font. Hein. Peut-être qu'ils osent encore réfléchir et ne pas appliquer certains protocoles. Donc, il va créer une espèce de brigade d'État qui va venir contrôler les médecins dans les cabinets privés pour pouvoir juger de la qualité des soins. Voilà. Donc ça, c'est pour après-demain. Et ça m'amène à aborder la deuxième partie de cet exposé et de me dire, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là, en fait? Comment est-ce qu'on a pu tous accepter, bon, peut-être pas tous, mais on a quand même embrayé en masse dans ce fantasme sanitaire et dans ce récit de pandémie. De mon point de vue, on était prêts. On avait été préparés pour ça depuis très longtemps. Nous sommes dans une société qui est mourante. Elle est vraiment malade à tous les niveaux. Parce que dans une société en bonne santé, les enseignants, ils sont bienveillants, s'occupent des enfants en les encourageant à développer leurs caractéristiques, leurs compétences particulières. Et ici, on est dans des protocoles d'enseignement. Il faut suivre le programme. Et l'enseignement, on est même arrivé à dire qu'à l'université, ma fille a entendu ça, un bon citoyen doit être obéissant. Donc c'est ça, l'université avant apprenait à réfléchir, apprenait l'esprit critique, maintenant apprend à rentrer dans le moule, à ne pas faire de vagues. Et ça commence tout petit. Dans une société qui est saine, la police va s'occuper de protéger la population, pas de la contrôler. Puis la justice, elle va punir seulement les méchants, hein, comme dans les films. Et la santé, les médecins, ils vont soigner les gens. Mais comment est-ce qu'on les a sélectionnés, ces médecins? On les a sélectionnés avec un concours qui les évalue sur les maths, la physique, la chimie, un peu de bio, un peu d'éthique, mais franchement, éthique et déontologie d'abord à 18 ans, qu'est-ce qu'on y connaît? Si on a été dans une école où on réfléchit pas. Et en plus, les questions sont complètement tordues, mais je sais pas, c'est écrit par un pervers narcissique à mon avis. Donc ces pauvres futurs médecins sont sélectionnés sur des critères extrêmement concrets, objectifs, et pas du tout sur leur fantaisie. La médecine, c'est 20% de science, 80% d'intuition, quoi. Et il faut apprendre à écouter l'autre, il faut ressentir l'autre, il faut deviner, il faut se dire, là, il y a un petit truc qui cloche. Il ne faut pas appliquer les protocoles. Ça, c'est pour faire une recette de cuisine. Et encore, quand on cuisine, on se réinvente. Donc, voilà. Et ces étudiants vont ensuite être formatés pour être compétitifs. Ah, on la retrouve celle-là. La compétitivité. Donc, ils sont pendant 6 ans dans un combat entre eux, vraiment pour avoir la meilleure place et pour pouvoir faire quelque chose quand même qui a un sens pour eux, parce que c'est pas facile, les études de médecine, c'est pas facile. Et donc, ils souffrent. Et quand vous faites souffrir les gens chroniquement pendant des années, on perd en qualité humaine au bout. Donc ça fait très longtemps qu'on a
sélectionner des médecins qui sont faits pour cocher la case avec la bonne réponse. Les QCM, c'est ça aussi. Hein. C'est questionnaire à choix multiples, il y a une bonne réponse. Et la bonne réponse ici, c'est le vaccin, le vaccin. Voilà, donc on est là avec ces médecins qui étaient déjà en perte de sens en fait, mais qui par contre avaient trouvé une certaine logique à avoir réussi leurs études s'ils avaient un confort matériel, quand même, heureusement quelque part, mais ils n'avaient pas du tout envie de le perdre. Et donc ils n'avaient aucune envie de risquer de se voir suspendus pour avoir osé défier le gouvernement. Et donc ils ont embrayé d'un seul homme et ils ont arrêté de soigner en se disant de toute façon nous on ne sait pas soigner ça, c'est trop grave, c'est trop dangereux, puis si on tombe malade, nos enfants, nos parents, ma maison, mon crédit, ma voiture, je fais quoi? Et il n'y a pas que la médecine qui a été préparée à ça, c'est vraiment toutes les couches de la population. On a maintenant une gangrène généralisée de tous les services, de l'économie. Il y a des magasins qui tiennent à peine le coup et des gens qui travaillent juste pour pouvoir payer leurs factures, qui sont générées par leur travail. Enfin, mais qu'est-ce qu'on fout encore sur Terre? Et en fait, on a appauvri le lien. On a tellement appauvri le lien que ça n'avait plus de sens de se battre pour le garder. En tout cas, pour ceux qui ont... Ça n'engage que moi, mais c'est ma vision des choses. Pour ceux qui ont acquis certains privilèges, ça leur convenait d'avoir un petit système un peu féodal comme ça, de vivre repliés sur eux-mêmes, avec un petit peu de méditation, un petit peu de développement personnel, parce que cette notion elle est très très mal comprise. Le développement personnel, c'est pas se replier sur soi pour se bétonner et se regarder le nombril, c'est se ressourcer en soi pour aller chercher toutes les belles choses qu'on y a et les offrir en partage. C'est ça en fait le développement personnel. Mais on est là avec des gens qui ont fini par perdre le sens du lien et qui se sont dit oh c'est pas grave si on enferme les vieux, hein, de toute façon on sait mieux qu'eux ce qu'il faut faire. Ils doivent être enfermés loin des microbes parce que sûrement les microbes ils passent pas en dessous des portes. Et de toute façon à cet âge-là ils sont pas capables de savoir ce qu'ils veulent, parce que je sais pas s'il y a une seule maison de repos, j'espère que oui, mais je ne sais pas s'il y a une seule maison de repos où on a demandé aux gens ce qu'ils préféraient faire. S'ils préféraient courir le risque de voir leur famille d'embrasser leurs enfants, ou s'ils préféraient être enfermés tout seuls dans leur chambre pendant des semaines. On ne s'est même pas posé la question. On est complètement infantilisé par l'État. Ils pensent pour nous. Et donc ces castes, notamment les médecins, se sont dit bon, restons tranquilles. Nous, de toute façon, on a notre consultation à 20 € le coup de fil, donc tout va bien. Nos enfants vont à l'école, dès qu'on peut, on les vaccine, ils iront en voyage, ils iront au ski, et tout va bien. Et finalement, le vrai bon sens, le vrai lien, il vient d'en dessous, entre guillemets. Il vient du peuple. Dit dans le sens honorable du terme, le bon sens paysan, les intellectuels, ils l'ont perdu. Mais ceux qui se sont battus avec leur gilet jaune, à raison pour avoir un salaire décent, parce qu'ils crèvent de faim, eux, ils savent ce que c'est, parce qu'ils ont très très peu à perdre. Mais ce qu'ils ont à perdre, c'est l'essentiel. Donc ils ont encore ce sens du lien. Et c'est là que c'est pervers, parce que l'État a réussi, après avoir fragmenté la population, hein, on est entre un peu nantis quand même encore et les autres, il a été chercher ces belles valeurs qui restaient chez beaucoup d'entre nous, la solidarité, l'entraide, l'envie d'aider l'autre, de protéger l'autre. Et il a dit, c'est comme ça,
c'est grâce au vaccin que vous allez protéger l'autre. Et donc, on a les petits bouts, ils ont beaucoup embrayé là-dessus pour protéger papy-mamie, par exemple. On a énormément de gens, et je le vois bien dans mes patientes, énormément de gens qui ont des magnifiques raisons d'avoir fait le mauvais choix. Ils ont été retournés. La manipulation perverse, c'est d'utiliser quelque chose de sain, une belle valeur, et d'en faire une faiblesse, en fait. Et tout ça marche aussi pour celles et ceux qui sont encore proches de l'humain, que sont les infirmières et le personnel soignant. Et pourtant, qu'est-ce qu'on leur en fait baver? Parce qu'on les oblige à travailler plus sur l'ordinateur que chez le patient, en fait. Ça fait très très longtemps que l'hôpital est maintenant financé par enveloppe et que ces enveloppes dépendent de ce que le médecin, l'infirmière va encoder dans son ordinateur. Et les médecins sont encouragés à rajouter le plus de pathologies possibles dans ce qu'on appelle les RCM, les résumés cliniques minimum de sortie des patients. On est vraiment drillé, persécuté par la hiérarchie pour noter un maximum de choses, pour récupérer un maximum d'argent de l'État. Et les infirmières, c'est pareil. Or, le médecin, il fait qu'il passe dans la chambre, il opère, il s'en va. Mais l'infirmière, elle est là tous les jours. Et elle est, je crois, plus en souffrance encore que le médecin devant cette médecine qui se déglingue. Maintenant, je suis super heureuse de voir que j'ai quand même des confrères qui sont magnifiques, qui vont... c'est ceux qui se détachent du système et qui se disent maintenant ça ne nous intéresse plus, en fait. Et on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et on veut soigner les gens et on ne veut pas les infantiliser, on veut les remettre au centre d'eux-mêmes et on veut leur rendre ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur capacité d'auto-guérison, dérision aussi, mais guérison, la santé des gens passe d'abord par la prise de conscience que nous avons un trésor en nous et nous en sommes responsables. Notre corps, c'est un outil magnifique, mais il faut en prendre soin. Et nous sommes capables de ça. On nous a fait croire qu'on n'était pas capable de ça. Mais si, on est vraiment tout à fait capable de faire beaucoup plus de choses qu'on ne pense, sans antidépresseurs, sans somnifères, sans un tas de crasses qui nous empoisonnent et qui nous obligent à en prendre d'autres derrière parce qu'on ne sait pas digérer ces premières crasses, etc. Et donc on va vers ce changement de paradigme, cet effondrement très probable de la société qu'on a cru connaître, comme on croyait qu'elle était. Et on va pouvoir reconstruire derrière quelque chose de beaucoup plus intéressant, avec du lien, avec cette capacité de se reprendre en charge aussi au niveau alimentaire. On voit fleurir des potagers, on voit des tas de trocs qui s'organisent, des gens qui échangent des œufs contre des courgettes et des services de petits bricolages les uns envers les autres et ça devient une société qui retrouve du sens et on va avoir vraiment besoin de beaucoup de solidarité pour affronter la montagne d'effets secondaires qu'on va voir arriver. Et j'ai parlé que de ceux qu'on voit maintenant, c'est-à-dire vraiment la partie émergée de l'iceberg. Mais hier soir, j'étais à une réunion où Geert van den Bosch a parlé. Et Geert van den Bosch, c'est un vaccinologue qui est connu un petit peu connu en Flandre, qui est reconnu à l'international, mais la Belgique, elle est complètement con, elle ne reconnaît pas ses scientifiques. Donc il est plus reconnu à l'international qu'en Belgique. Et il nous a expliqué évidemment les anticorps facilitants, vous avez sans doute entendu parler de ça un petit peu. C'est-à-dire que les anticorps créés par ce vaccin contre le premier variant, donc on est toujours avec
le vaccin, un vieux vaccin là, pour le variant d'il y a 3 ans, quasiment. C'est comme si je vous disais, moi j'ai un stock de vaccins de la grippe d'il y a 3 ans à fourguer. Je vous le fais double du prix et je vous le vends. Donc ces anticorps anti-spike, protéines de pointe, ne sont pas assez efficaces pour neutraliser les variants qui vont arriver, parce que c'est mal fait. Ça, on a déjà compris, le vaccin il est mal fait. Par contre, ils le reconnaissent. Donc ces anticorps vont aller se fixer sur la surface des virus, et ça va un peu le camoufler. Notre système immunitaire va voir des anticorps qu'il a produits lui-même, et il va se dire, bah, c'est moi ça. Et comme c'est moi, je ne l'attaque pas. Et il va le laisser passer. Et donc on va avoir une terrible épidémie. Ce sont les mots de Geert van den Bossche. Il me dit une épidémie inimaginable, sans commune mesure avec ce qu'on a déjà vécu, qui n'était presque rien, chez les gens triplement, quadruplement vaccinés, parce qu'ils seront incapables de résister aux variants de l'hiver. Voilà pour le menu. Et dans tous ces gens bien vaccinés, il y aura quoi? Plein de docteurs, plein d'infirmières, plein de sages-femmes. Donc, on va devoir retrousser nos manches pour aller aider les gens qui nous ont craché dessus parfois. Et il ne faudra pas leur en vouloir, parce que ce sont des êtres humains, et que les êtres humains sont faillibles, et qu'on n'a pas toujours raison, nous non plus. Mais voilà. Et en attendant, eh bien, chacun à notre petite échelle, on pose nos petits cailloux, on fait ce qu'on peut. Moi, je suis apparemment, pour le moment, la seule gynécologue qui parle dans tout le monde francophone, Canada compris. Donc je parle. Et j'essaie de réveiller mes confrères. Et je vois qu'il y a de temps en temps une petite paupière qui s'ouvre. Donc j'espère qu'ils vont se rendre compte le plus vite possible que ça ne va pas du tout. Et que l'État a fait un hold-up sur nos vies, a fait un hold-up sur la médecine, et que maintenant, il faut tous qu'on dise non. Il faut tous qu'on dise non, il faut tous qu'on se serre les coudes, qu'on s'entraide. Il faut qu'on sache aussi ce qu'on est prêt, ce qu'on veut gagner, ce qu'on est prêt à perdre, et comment on veut le voir, ce monde de demain. Peut-être que c'est pas indispensable de partir 3 fois par an en avion, à l'autre bout de la planète. Peut-être que ce qui compte vraiment, c'est un barbecue entre voisins, et une petite fête de quartier, quoi. Voilà. Et puis nos enfants, il faut protéger nos bambins. Peut-être que l'école de demain, c'est une école faite par les parents. Ils ne sont pas plus malins que les profs, mais ils connaissent leurs enfants, donc pourquoi pas. Et puis apprendre aux enfants qu'une betterave, ça pousse dans la terre, et voilà, que le cheval n'est pas né avec une selle sur le dos, quoi. Voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je vous remercie. Le docteur Kayser est évidemment là pour répondre aux questions, parce qu'il va y en avoir beaucoup. On a déjà eu des avant-goûts dans les jours qui ont précédé. Peut-être vous dire une chose, parce que j'ai oublié de le dire tantôt. Nous sommes ici plusieurs associations, dont Handicap Namur, bien sûr, que vous connaissez, et d'autres amis qui permettent en fait d'avoir cette salle gratuitement. Maintenant, pour organiser des conférences comme celle-ci, on a toujours besoin d'un peu de sous quand même, ne fût-ce que pour imprimer ce genre de choses, vraiment des petites choses comme ça. Donc il y a un bocal, maintenant on dit, là au bar. Donc si vous avez envie de verser une aumône, il ne faut pas beaucoup, mais juste une aumône, ça nous permet de continuer à organiser d'autres conférences comme celle-ci, parce que je pense franchement qu'à la rentrée, on va avoir besoin de se serrer les coudes. On entend que voilà, les choses sont en train de se préciser. Donc merci pour cela. Et donc voilà, le micro est ouvert pour la salle.
Alors, si vous voulez, on peut faire circuler le micro, mais il faut qu'il revienne ici. Ou alors, vous avez une voix suffisante. Bon, moi, je peux le faire pour vous. Hein. Oui, c'est vrai aussi, c'est pas moi qui réponds. On fait comme vous voulez. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est à vous, si vous avez des questions, de les adresser au docteur Kayser. Bonsoir, un grand merci, Mme Kayser, c'est que du bonheur. J'ai essayé de retourner sur les sites d'effets secondaires, enfin je veux dire les sites officiels, attention, hein, le VARS américain, le Dravigilance, l'Agence fédérale des médicaments. C'est de plus en plus compliqué pour aller retrouver les informations à jour, parce que j'ai eu un contact avec certains journalistes du mainstream qui sont un peu plus critiques parfois que ce que jusqu'ici on a entendu. Et ils me disent, mais si tu viens avec des infos vraiment très très béton, parce qu'eux comparent parfois le nombre d'effets secondaires avec la pilule contraceptive. Et ils estiment qu'on est presque dans les mêmes degrés d'effets, en quantité en tout cas, peut-être pas en mortalité ou autre évidemment. Donc, je ne sais pas si vous avez un conseil pour que d'abord on puisse accéder, il y a peut-être des petits trucs que je n'ai pas perçus, pour accéder à ces plateformes officielles et retrouver les effets secondaires. Ça peut aussi intéresser les concitoyens qui sont encore très très butés, entre guillemets, qui ne croient que à la doxa, mais ça c'est la doxa parce que c'est officiel. Et peut-être qu'on pourrait essayer quand même d'aller sensibiliser les médias, certaines personnes dans certains médias qui, je pense, commencent un tout petit peu à se poser des questions. Et quels seraient les petits trucs et astuces peut-être? Alors d'abord, je ne suis pas d'accord avec vous, tout va bien. Tout va bien. La déclaration d'effets secondaires, c'est parfait, ça fonctionne merveilleusement. Nous avons le site Vaccinet qui est en maintenance depuis des semaines. Et donc, ils ne peuvent pas prendre en compte les effets secondaires qu'on veut déclarer parce que ça ne fait pas encore partie de la liste de ceux qu'ils doivent surveiller. Nous avons un autre site qui n'a jamais entendu parler du vaccin Comirnaty. J'ai essayé de déplacer le R. Jamais entendu parler. Ça n'existe pas, cette substance-là. Donc, nous avons le VARS où, du jour au lendemain, 300 000 effets secondaires neurologiques ont disparu. Derrière les troubles du cycle, ce sont les troubles neurologiques qui viennent en second plan, et donc il faut faire des captures d'écran que vous sauvegardez sur un disque dur externe et que vous déconnectez, parce qu'on est tous piratés. Moi j'ai écrit le mot du médecin pour le livre du collectif Où est mon cycle, et tout a disparu, j'ai dû tout recommencer. Donc c'est vraiment extrêmement problématique. Le système de pharmacovigilance en Belgique est géré par deux personnes. Il y a toujours eu 2 personnes, mais maintenant qu'il y a toute une tripotée de vaccins expérimentaux, ils n'ont même pas pensé à rajouter, je sais pas moi, 2 autres personnes. Il y a toujours 2 personnes qui s'occupent de d'éplucher toutes les constatations qui leur sont soumises. Et donc ils ont... je pense, 4 mois de retard. Donc ce qu'on voit maintenant correspond à ce qu'on parvient tant bien que mal à déclarer qui n'est pas effacé et qui est déjà analysé par ces 2 pauvres personnes. Donc c'est une catastrophe, la pharmacovigilance. Il y a un travail qui est entrepris juridique avec notre bon droit pour exiger de la Belgique de rendre la pharmacovigilance fonctionnelle, parce que nous sommes loin derrière la France, loin derrière la France au niveau de la déclaration des effets secondaires. C'est une catastrophe. Et les Pays-Bas. Ce qui est très intéressant, c'est l'armée américaine. Là, c'est vraiment très très intéressant parce que partout ailleurs, c'est une déclaration d'effets secondaires sur base volontaire. J'ai remarqué que j'avais un truc, ou mon médecin a remarqué que j'avais un truc, il veut le faire remonter parce qu'on ne sait jamais, et donc il fait l'effort de déclarer. À l'armée américaine, c'est pas comme ça que ça marche. Tout est répertorié. Depuis toujours, pas par rapport à ces vaccins, mais par rapport à tout. Les soldats sont extrêmement surveillés et tout ce qui leur arrive est noté dans leurs dossiers médicaux, et l'armée américaine a des statistiques extrêmement bien faites. Et ils ont vu une explosion de mortalité, de fausses couches, d'infertilité, de cancer, à partir des 10 premiers mois de 2021. Donc
quoi. Vraiment à partir du moment où les soldats ont été soumis à l'obligation vaccinale parce qu'ils n'ont pas le choix. Hein. Et donc ils ont alerté, et il y a des commissions d'enquête qui sont en cours. Mais la pharmacovigilance est un très très mauvais outil pour le moment, pour essayer d'alerter c'est fait exprès. Hein. Donc en fait, les journalistes d'investigation vous demandent à vous de faire l'investigation. Il y a aussi un problème. L'armée américaine, est-ce qu'on peut avoir un nom de site ou quelque chose pour qu'on aille voir soi-même? Alors il faut chercher Maître Renz, R-E-N-S. Z. Maître. Oui, c'est un avocat en fait qui porte la parole des soldats. Parce que il n'y a pas que Maître Prota qui s'occupe des... Elle, c'est vraiment les pilotes, mais lui, il parle de toute l'armée américaine, et c'est très très impressionnant. Et c'est de là que j'avais sorti mes informations sur plus 387% d'infertilité, plus de 300% d'augmentation de cancer et des morts-nés. On a des tout petits bébés qui naissent aussi. Hein. Chez les femmes vaccinées, il y a de plus en plus de bébés... Des retards de croissance, en fait, hein, des bébés qui sont anormalement petits pour leur âge gestationnel, et beaucoup de décollements placentaires, et rien n'est déclaré, parce qu'à l'hôpital, ils ont, et évidemment, ils le voient, mais ils ont l'impression que c'est vraiment une mauvaise série. Ça doit être la pollution, la canicule, les pollens, ou un Covid long. Ou l'Ukraine, le stress. Ouais, lié à l'Ukraine. Ouais, ça doit être l'Ukraine, ça vient de l'Ukraine. Non, mais donc voilà, on est vraiment bloqué, et on espère on espère obtenir gain de cause en justice, mais ça va dépendre du bon vouloir du juge, et si on gagne, ben on va en appel, ils vont contre-attaquer, donc c'est vraiment compliqué. Je pouvais ajouter qu'au niveau de l'armée américaine, ils ont enregistré en 2021 une augmentation d'à peu près 4100% des mortalités spontanées pendant le sommeil de jeunes recrues. Alors il faut savoir que l'armée américaine a ces chiffres qui sont entre les mains d'une lieutenant-colonel médecin extrêmement brillante. Donc voilà. Alors il faut quand même se dire que la pharmacovigilance, qui a une activité par nature passive, donc attend qu'on veuille bien lui envoyer des choses. Compte tenu du fait que le fait d'envoyer un dossier, de rentrer le dossier pour un médecin, ça veut dire que ça va engager probablement, si la famille, en cas de défunt, de décès, si la famille s'y met, sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale, parce qu'il a soit conseillé le médecin, soit conseillé et administré le vaccin ou le médicament, donc ils ne sont pas chauds pour le faire. Et donc... C'est anonyme? Oui. Il n'y a même pas le nom du médecin? Non. Mais de toute façon, la famille sait qui c'est. Et donc, le fait qu'elle sache qu'il l'a rentré, ben voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le meilleur des cas, la pharmacovigilance enregistre 10% des sinistralités de terrain, et dans le pire des cas, 1%. Ici, on a 3%. Moi, je fais mon petit micro-trottoir dans la bonne ville de Namur, et d'abord, il y a évidemment, au niveau des gens qui sont vaccinés, le délit. Ah, moi, non, rien à signaler. Et dans certains cas, ben, finalement, on se met un petit peu... Ah oui, tiens, maintenant que vous me le dites. Mais c'est moi qui dois aller voir ce qui se passe dans la culotte. Hein. Et facile de dire, c'est le gynéco. Et en fait, ma statistique à moi, c'est qu'il y a plus de 100% des cas qui ne sont rentrés nulle part. Voilà. Rien à voir, c'est le hasard. Je suppose que vous avez entendu que l'Australie se préoccupe beaucoup de la mort subite de l'adulte. C'est nouveau, c'est le climat. Oui, officiellement c'est ça. Hein. Donc tout doucement on nous amène la taxe carbone, enfin la surveillance de la production de carbone, de la consommation de carbone, donc la mort subite de l'adulte. Dans mes patientes, je dirais, j'ai commencé à noter, vraiment à noter. Au début, je notais les effets secondaires, mais sans noter les noms, et donc c'était plus pour voir quels étaient les effets secondaires que je pouvais éventuellement attribuer au vaccin. Et depuis le 7 juin, j'ai vraiment noté toutes les patientes
avec le nom, avec les problèmes qu'elles m'ont rapportés, soit directs, soit indirects, parce que j'ai par exemple une patiente qui m'a dit avant-hier que son mari a un cancer de la prostate à 40 ans. Donc c'est extrêmement jeune et c'est vraiment très bizarre. Ou une autre m'a dit, mais ma patronne elle a fait un infarct, elle est décédée à 40 ans. Voilà, je note, et depuis le 7 juin, j'en ai 45. Je vois une quinzaine de patientes par jour et elles ne sont pas toutes vaccinées, je dirais 2/3. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Voilà, j'ai pas de statistiques à donner, mais même moi je déclare plus, puisque j'arrive pas, puisque c'est inconnu. Donc même moi qui suis attentive et qui suis éveillée, ça j'ai laissé tomber, parce que ça demande tellement d'énergie que finalement c'est fait exprès, mais que ça nous détourne d'autres combats où on peut être plus utile. Je me dis que je suis plus utile à essayer de parler en Suède, en Israël, etc., en France, et essayer de travailler aussi sur des solutions à apporter aux effets secondaires, parce qu'on a des gens qui sont dans une souffrance épouvantable. Hein. Leur corps ne leur appartient plus, il ne répond plus comme il devrait. Et donc, on travaille là-dessus en essayant différents protocoles, mais c'est du bricolage, puisqu'on n'a même pas la moindre idée de ce qu'il y a exactement dans ces vaccins. On n'a pas la composition précise, personne n'a vu la notice. Et maintenant, avec le juge américain qui a exigé de la firme qu'elle dévoile les pages, il y a 85 000 pages qu'on va devoir lire, mais moi j'ai pas le temps de lire. Enfin voilà, je prendrai pas le temps de lire 85 000 pages, et je suis pas chimiste, je suis pas biologiste. Donc moi je travaille plus, je pars du terrain et j'essaye de trouver des solutions avec mes confrères. Donc voilà. Mais du coup, effectivement, tout ça mis ensemble, on remonte très très mal les effets secondaires. La Belgique est vraiment à la traîne. On estime qu'il y a probablement 3% des effets secondaires qui sont déclarés, et qui sont déclarés, pas forcément encore pris en compte par la suite, quoi. Donc c'est vraiment catastrophique. Forcément, après, on va dire que la pilule, c'est pire. Surtout que celles qui font une embolie pulmonaire après vaccin, elles sont sous pilule aussi parfois. Donc c'est la pilule. Il y en a une, elle a fait 3 fois une embolie pulmonaire après chaque vaccin. C'est la pilule. Alors déjà, je me demande ce que fout son gynéco de l'avoir laissée sous pilule pendant autant de mois, alors qu'elle avait fait une embolie pulmonaire. Donc normalement, embolie pulmonaire égale changement de contraceptif non hormonal. Mais donc, elle y est retournée, elle n'a pas obtenu le moindre papier pour la dispenser de cette injection, quoi. Rien du tout. N'oubliez pas que les seuls médecins habilités à dispenser les gens de vaccination sont agréés par l'État. Ce sont des allergologues, parce qu'on reconnaît que 3 contre-indications. L'embolie pulmonaire n'en fait pas partie. Et je sais plus, il y a évidemment les allergies graves, choc anaphylactique. Il y a 2 maladies, le purpura thromboplénique idiopathique, je crois, un truc qui fait saigner, qui concerne les plaquettes. Et le 3e, j'ai oublié, c'est une maladie orpheline, je pense. Un truc que personne n'a, quoi. Et donc, on est là avec quelques experts allergologues habilités par l'État à décréter que oui ou que non, vous allez faire votre injection, quoi. Je ne sais pas combien de temps il faut pour avoir rendez-vous chez ces gens-là non plus. Enfin, voilà. Il y a une très très mauvaise volonté affirmée, construite, organisée de nous dispenser, de nous permettre d'échapper à ce vaccin et de pouvoir discuter. Enfin voilà, les médecins sont évidemment les premiers à être complices de tout ça, involontaires peut-être, mais là ça commence à faire long et j'ai un petit peu de mal à comprendre mes confrères. La seule chose que je me dis vraiment, c'est que ça ne doit pas être facile d'accepter qu'on s'est injecté 3 doses d'un truc vraiment pas bon pour la santé, qu'on a certainement conseillé ça à ses parents, à ses enfants, à ses meilleurs amis, à toute sa patientèle. Il y a des médecins qui ont même refusé de continuer à soigner les non-vaccinés, donc ça veut dire qu'ils ont 100% de patients vaccinés. Et donc ça doit demander un certain courage d'y aller et de se dire, bon maintenant j'accepte, je me suis fait avoir, je vais peut-être mourir, je vais peut-être tuer plein de gens, mais je vais parler.
Mais bon, à un certain moment, il faut aussi se souvenir pourquoi on a fait la médecine. Et notre passage sur Terre, il doit avoir quand même un sens. Alors s'il doit malheureusement décéder d'effets secondaires, je ne leur souhaite pas, mais si ça doit se passer comme ça, qu'au moins ils parlent, qu'au moins ils acceptent d'aider les autres en montrant ce qui ne va pas, quoi. Mais j'attends la prise de conscience, le réveil. Regardez s'il y a une autre question, peut-être simplement vous dire que grâce à Laurence et Anne, on filme le docteur Kayser. Et donc ici on est en direct, c'est vous qui avez demandé qu'on vous filme, parce que c'est une guerre de communication, hein, on le sait bien. Et donc peut-être avec les amis des autres organisations, on pourrait peut-être essayer de vous envoyer le lien. Laurence, je parle sous ton contrôle, ce serait bien de participer un petit peu aussi à la diffusion de ces informations, nous-mêmes aussi, sur les réseaux sociaux, avec nos amis, etc. J'ai peut-être dit 2-3 mots qu'il ne faut pas. Ah oui, ça il faut nous dire, parce qu'alors on les coupera. Hein. Ah oui, mais... Ah, il faut nous dire. Enfin, on peut couper, hein, Laurence, on peut couper, un petit montage, on peut couper si c'est pour avoir des problèmes avec l'ordre des médecins en même temps. C'est pas du tout par rapport à l'ordre, c'est par rapport aux algorithmes de YouTube. L'ordre des médecins, moi je m'en fous, mais alors là, voilà. Je suis prête à... J'irai jusqu'au bout, je ne me tairai pas, je suis prête à tout perdre. J'ai 3 enfants qui sont encore aux études. Et la seule chose que je ne veux pas perdre, c'est ma conscience. Donc, je suis désolée. Oui, mais il y a d'autres questions. Moi, j'ai le micro parce que je vais vous le passer. C'est simplement... C'est juste pour vous dire qu'on filme et que ce sera donc diffusable par le moyen que vous voulez, pas nécessairement sur YouTube, hein, vous diffusez où vous voulez, dans vos cercles, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans la guerre de communication, n'oubliez pas qu'on vient d'acheter 2 milliards de doses, hein, au niveau de l'Union européenne. C'est 4 maintenant. Ah ben moi je vais faire 2. Ah ben c'est 4 milliards de doses. 4 milliards de doses pour 447 millions d'Américains. On va nous les fourguer, hein, donc ça fait 9 par personne, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une guerre de communication et il faut la mener, quoi. Oui, ben oui, et maintenant... Et ça a rassuré certains électeurs. Absolument. Certains ont voté pour Macron pour ça. On sait. Voilà. Oui, bien sûr. Je préfère pas parler dans le contexte actuel, c'est mieux, ça donne de l'énergie. Donc moi j'ai plusieurs questions à me poser, des réflexions. Je préfère parler sans à la limite. Vous haussez la voix. Donc la question fondamentale, parce qu'il faut un peu fondamentaux, comment est-ce que ce serment d'Hippocrate est devenu intégralement le serment d'Hypocrite? Si on retourne un peu dans l'histoire, il y a 2500 ans, ils avaient vu relativement clair. Comment est-ce que la plupart des médecins ont oublié cette règle numéro 1 fondamentale, c'est primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. C'est vous qui êtes médecin, vous confirmerez, j'imagine. Premièrement, ne pas nuire. Ça signifie que 95% du corps médical a foulé aux pieds son serment après 5 ou 8 ans de crétinisme universitaire de la marchandise, parce que c'est ça en réalité. Fondamentalement, c'est le capitalisme en action. Avec l'inversion des taux d'intérêt en 2018, nous sommes rentrés vraiment au moment de l'inversion. Et c'est pour ça que l'ensemble de la société déconne. C'est parce que tous les mécanismes, Guy Debord, enfin, même la première internationale, ils avaient vu effectivement qu'ils n'écrivaient pas pour le 19e ni pour le 20e siècle, mais ce serait au début du 21e que l'inversion se produirait. Les taux d'intérêt sont tombés dans le négatif. Nous assistons en direct à l'impossible reproduction du capital dans son mouvement de digestion de la planète, et donc toutes les réactions apparemment aberrantes ont une signification cachée aussi. Alors, peut-être pour faire court aussi, une autre date, je ne sais pas si vous vous rappelez des années 20, qui ont précédé les années du fascisme. C'est fou ce qu'on a vendu du carrelage dans les années 20. Il y a eu une épidémie d'hygiénisme, on carrelait tout du sol au plafond. On oublie un peu ça, mais il suffit de voir à la limite la montée des pouvoirs autoritaires est toujours précédée par la vente des carrelages dans l'industrie. C'est étonnant, mais il faut en venir. Alors, encore une date, je vais faire court, parce que voilà. Alors, en 1948, oui, encore une chose, c'est que
également de ces années 20 et 30, comme vous l'avez très bien souligné, il faut toujours se rappeler que le bon sens ouvrier, paysan, populaire, des gens avec peu de moyens, a toujours beaucoup plus résisté que la classe capitalisée des marchands et de la haute aussi. Apparemment, l'éducation et beaucoup de moyens de vivre crétinisent systématiquement dans toutes les époques. Mais non, mais ma question première, c'est d'avoir un jugement de madame sur la chose. Pour pas tenir le micro trop longtemps. Et alors aussi, à propos du protocole, voilà, la question aussi, le protocole de Nuremberg en 47-48, pas le procès, le protocole médical de Nuremberg de 1948 qui précisait, explicitement prolongé par celui de Liverpool, je pense, il y a quelques années ensuite, qui précisait qu'effectivement, tout acte médical, sans information du patient, sans coordination et sans explicitation des enjeux, est assimilé à de la torture, depuis 1948. Alors, je ne sais pas si les médecins ont entendu parler de ça, mais c'est totalement surréaliste, évidemment. Alors, dernière chose aussi, avez-vous entendu parler en France des gens qui se soignaient en allant dans les animaleries et qui allaient acheter des produits pour les aquariums? C'est-à-dire que ces produits contiennent de l'ivermectine. Et effectivement, il y a des dizaines, des centaines de milliers de gens en France. Je suis laborant moi-même, donc j'aurais fait cette démarche si ça avait été le cas ici en Belgique. Vu que ces molécules ont été rapidement interdites à partir de la mi-2021, il y a des gens qui ont été acheter des antibiotiques pour poissons, ils ont fait une règle de 3 dosages, ils ont pris, et en 3 jours, ils étaient guéris d'un Covid avéré. Mais voilà, c'est peut-être un bruit qui court. Et alors, dernière question. C'est la 5e dernière. Je vais répondre d'abord à la dernière. Très simplement, l'ivermectine a été interdite à la prescription en France, pas en Belgique. Donc moi, j'ai eu aucun problème pour commander de l'ivermectine. La seule chose, c'est que j'ai fait des ordonnances papier. Ça s'appelle un bon d'importation, mais mon pharmacien, il m'aime. J'ai fait naître sa fille le 8 avril 2020. Donc, il ne m'a jamais demandé un bon d'importation. J'ai importé des centaines de boîtes. Et maintenant, il y a un très bon filon bulgare aussi. Où là, on a des boîtes pour vraiment pas cher. Donc, il y a toujours moyen de se débrouiller. Il y a aussi de l'ivermectine vétérinaire, effectivement, pour les chevaux, etc. Donc, il y a moyen de se débrouiller. Mais on peut aussi se soigner sans ivermectine. Hein. Je veux dire, c'est pas ivermectine ou tu meurs. Hein. Il faut pas oublier qu'il faut consolider le terrain et que les vitamines sont importantes. La vitamine D, C, le zinc, le sélénium, le glutathion, sortir, s'aérer, enlever son masque, faire du sport, faire l'amour, s'embrasser. Pas toujours tout à l'ivermectine. Alors, pour le reste, j'ai un petit peu peur que mes confrères, et peut-être moi aussi, nous soyons des gros cons prétentieux qui pensons tout savoir, mieux que tout le monde. Et donc, j'en reviens, ils ont le syndrome du bon élève, hein, celui qui doit toujours donner la bonne réponse et qu'on ne peut pas mettre en échec. Donc, c'est extrêmement difficile pour un médecin de soigner un patient qui ne veut pas se laisser faire. Ça, c'est très énervant. Et ça m'est déjà arrivé d'être un peu exaspérée par ça aussi. Hein. Voilà. Vous l'avez quand vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un. Maintenant, vous avez tous parfois l'impression de brasser du vent et de dire « Mais enfin, mais il voit rien, mais il est con ou quoi ?» Le médecin, c'est un peu ça. Mais je vous dis que le vaccin, c'est bon. Voilà. Donc, c'est ça. Et le débat, il a glissé. Il ne s'imagine absolument pas une seconde que ce vaccin puisse être mauvais. Et par contre, vous êtes un petit enfant, vous venez lui demander son avis, mais vous devez obéir, vous devez l'écouter.
nous-mêmes, médecins, avons été infantilisés, puisqu'on a dit, oh, ça, toi, tu peux pas soigner, hein, reste chez toi. Hein. Donc, c'est une espèce de jeu en cascade. Donc, un enfant, s'il est pas sage, on le punit. Donc, t'es pas sage, tu te dégages de mon cabinet, je te soigne plus. Toi. De toute façon, tu vas pas être bon pour mes statistiques, parce que si tu meurs, on va encore dire que c'est de ma faute. Donc, je te soigne plus. Et on est là face à des médecins qui ne sont plus capables de raisonner de façon bienveillante. C'est catastrophique. Bon, moi, je suis, paraît-il, un assassin aussi, hein, puisque mes confrères m'ont dit que j'étais un monstre et que je serais responsable de plein de morts, parce que je ne respectais pas les gestes barrières. Hein, donc, voilà, chacun est le monstre d'un autre. J'ai pas de réponse toute faite, mais je dois bien reconnaître que plus on est éduqué, plus en fait on est formaté, et qu'il vaut mieux avoir été travaillé les mains dans la terre et finalement que d'avoir étudié plein de bouquins. Visiblement, et ça a toujours été comme ça. En 1938, 75% des médecins allemands avaient la carte du parti nazi. Et ils ont été mesurer les crânes des juifs et la distance entre les yeux pour bien prouver qu'effectivement c'était des sous-hommes et que oui, ils allaient donner le typhus aux autres. C'était des médecins. Donc on n'est pas à une connerie près quand même. Hein. Et on n'apprend pas de nos erreurs et on ne sait pas faire le mea culpa. On est des gros cons prétentieux. Voilà, je pense que la plupart des intellos devraient aller faire un stage dans une ferme. Si je peux me permettre, est-ce que les effets secondaires sont aussi importants après une dose, 2 doses, 3 doses? Parce qu'on entend dire que c'est surtout après la 3e dose qu'il y a eu des effets secondaires. Est-ce que c'est exact? J'ai l'impression que c'est le verrou, en fait. J'ai l'impression que la première dose, ça va, la plupart du temps. La deuxième, ça a l'air d'être réversible. Et la 3e, c'est vraiment le truc qui enracine le mal. Maintenant, j'ai quelques personnes qui sont venues me consulter, qui après une dose ont vu leur vie basculer. Hein. Donc c'est pas une vérité absolue que je dis, mais c'est une impression, c'est que souvent je leur dis 2 doses, ça va, votre cycle va revenir, je pense. Maintenant, j'ai une petite jeune fille qui a fait 3 doses, elle a 16 ans, elle a plus ses règles depuis 8 mois, et je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que je dois faire. Parce que oui, je peux lui donner la pilule, elle aura ses règles, mais ça ne s'appelle pas des règles, ça s'appelle une hémorragie de privation, c'est artificiel. Donc je ne sais pas quoi dire à la maman, je ne sais pas que dire par rapport à la fertilité, et je ne sais pas combien de temps ça va durer, et j'ai l'espoir, Sainte Rita, écoute-moi, j'ai l'espoir qu'à un certain moment, son corps arrive à reprendre le dessus et que ça revienne, mais quand je vois que l'OMS a fait des études sur les vaccins contraceptifs dans les années 80 en Afrique, les Africains, c'est pas grave, ils n'ont pas des moyens pour se plaindre, donc ils sont beaucoup, crèvent de faim, on s'en fout. Quand je vois que l'OMS a fait des études très très poussées sur les vaccins contraceptifs, moi je suis pas rassurée du tout, évidemment. Et on a quand même aussi, du côté vétérinaire, des vaccins très efficaces pour stériliser les chevaux. On a ça. Il suffit de transposer. Alors, voilà. Je ne sais pas à quel niveau de votre cheminement vous en êtes. Moi, je suis anti-vax, complotiste, d'extrême droite, assassin, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on m'a dit, je suis. Voilà, bravo. Donc, moi, je suis dans un groupe Solaris. Oui, moi, je pense que la société va se casser la gueule plus ou moins rapidement, qu'il y aura beaucoup de malades, sûrement aussi. Si un virologue, vaccinologue le dit, je suis prête à le croire, parce que des gens, ils sont pas en top forme. Maintenant, quand ils ont Omicron, ils sont plus malades que les non-vaccinés. Donc je me dis, voilà, s'ils sont tous malades en même temps, qui c'est qui va nous approvisionner en gaz, en électricité, en eau? Il va y avoir des problèmes de maintenance. En plus, tout passe par l'Ukraine, donc il n'y aura plus à bouffer dans les supermarchés. Donc on en est là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté évidente et très malveillante de diminuer la population mondiale à coup tous les moyens sont permis, donc à coup d'injection aussi, et qu'il semble y avoir des lots différents et des dosages différents, et que c'est assez aléatoire.
Donc vous pouvez avoir une mauvaise dose qui va être très merdique, et vous pouvez avoir 3 doses finalement pas très dosées, ou peut-être que de l'eau. Et voilà. Mais c'est vrai que plus vous multipliez les risques, et plus vous allez finir par vous choper un truc qu'il ne faut pas. Et donc les vaccinés 3 doses me semblent effectivement en moins bonne santé que les autres. Et voilà. Et la 4e dose arrive. Hein. Et j'admire ceux qui sont déjà, qui sont les handicapés, les malades avec des pathologies auto-immunes, à qui on a déjà injecté 4 doses, et ils sont toujours vivants. Je les admire. Ils doivent vraiment avoir un truc formidable en eux. Mais j'ai vraiment peur. Ouais, j'ai vraiment peur. C'est un peu cynique ce que je dis, mais je suis très inquiète. Merci. Bonsoir, merci pour votre exposé. Vous avez en partie répondu, mais moi je m'interroge et je suis intéressée par votre vision. Justement, je me mets à la place de personnes qui se sont vaccinées parce qu'elles avaient peur ou parce qu'elles ont été forcées ou peu importe la raison, qui entendent ce discours. Ça fait peur. On sait que la peur attire beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quelle solution? Vous avez répondu tout à l'heure en disant, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour certaines choses, mais moi je me dis qu'il y a certainement une solution déjà maintenant pour peut-être, je ne sais pas, si de l'homéopathie ou quelque chose, ou je ne sais pas, quelque chose qui pourrait aider des personnes qui seraient dans la peur et qui se rendent compte maintenant qu'elles ont fait quelque chose qu'elles n'auraient pas dû, et pour ne pas justement que la peur les entraîne dans quelque chose. Voilà, j'aimerais votre vision par rapport à ça. Merci. Alors, il se trouve qu'effectivement, j'ai réfléchi à ça, bien sûr, depuis longtemps. Lors du premier confinement, où il n'y avait pas de vaccin, c'était mon premier ennemi, ma première préoccupation, c'était d'éviter le stress. Donc, j'ai écrit tous les soirs des petites chroniques. Si vous lisiez ce que j'écrivais la nuit et je travaillais le jour. Parce que je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important d'éviter le stress. Et ce que je raconte maintenant est épouvantable pour ceux qui sont vaccinés. Tous les jours, j'en vois, et tous les jours, je lis l'angoisse dans leurs yeux. Et ce que j'ai envie de leur dire, et ce que je leur dis, c'est que on va faire comme l'État a dit, 11 millions, une équipe de 11 millions de Belges, tous ensemble. Ils ne sont pas tout seuls. Ils ont été... Il faut reconnaître le statut de victime, c'est super important, que ce soit dans un viol ou une agression ou une escroquerie. Déjà, c'est reconnaître le statut de victime, dire effectivement, vous avez fait ce choix parce qu'on vous l'a imposé par chantage ou par mensonge, par conviction. On vous a raconté que ça protégeait de la transmission, etc. Et c'est un pur mensonge, puisque même la firme n'a jamais travaillé là-dessus. Donc, il faut d'abord vraiment travailler sur le fait qu'ils ne sont pas coupables, qu'ils sont sans doute responsables d'avoir choisi ça, mais qu'ils ne sont pas coupables, et qu'il faut les remettre en lien. Je reviens à cette histoire de lien. Ils ne sont pas tout seuls. Ils sont maintenant avec un problème qui va peut-être leur arriver, qui est peut-être déjà là ou pas, mais qu'on ne peut pas vivre avec une épée de Damoclès sur la tête, mais qu'ils ne sont pas tout seuls. Beaucoup de gens travaillent à chercher des solutions. Pour le moment, j'ai rien vu émerger au niveau homéopathie, ni autre. Rien, il n'y a pas un truc formidable. Mélodie qui a fondé Où est mon cycle, elle doit prendre tous les jours, une tripotée de compléments alimentaires et d'acétylcystéine, etc. Et si elle oublie 2 jours, elle recommence à avoir super mal. Donc on est vraiment ici face à un problème qui risque d'être de longue haleine. Et on n'a pas de baguette magique. Je refuse le terme dévaccination, que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Les gens me disent, moi je me suis dévaccinée. Non, on n'est pas dévacciné, c'est dans le corps qu'on l'a. On a pu atténuer, éliminer une partie peut-être, mais c'est pas comme si de rien n'était. Ça c'est aussi c'est une escroquerie qui serait aussi grave que la vaccination à mon avis. Mais il faut vraiment
mais vraiment être extrêmement encourageant. Il faut être encourageant, il faut être à l'écoute, il faut être disponible. Il faut être disponible et je dis appelez-moi si ça ne va pas. Bon, maintenant je suis médecin, mais un ami peut dire ça aussi. Appelle-moi si tu ne te sens pas bien et on cherchera une solution. Alors, ce qui est relativement logique, et ça c'est un espoir que nous avons, nous soignants, c'est qu'il y ait un antidote quand même, quelque part. Parce que les gens qui sont à la base de la fabrication de ces produits magnifiques ne peuvent pas se prémunir totalement de contact avec d'autres. Or, il y a cette notion de plus en plus prégnante que la protéine spike se transmet aux autres par les fluides corporels, par la respiration, et donc ces gens-là, ils sont forcément en contact avec, je sais pas moi, le livreur de pizza, ou ils ne mangent pas des pizzas, le livreur de caviar. Ils doivent avoir, ils ne sont pas dans une bulle, quoi. Ils doivent avoir prévu un truc qui les protège ou qui les soigne, et on espère bien trouver le Graal. Voilà. Mais il faut vraiment accueillir les gens qui se réveillent, qui sont en panique par rapport à ce qui pourrait leur arriver, et leur dire on va être là, on va t'aider, quoi. Est-ce que les effets secondaires sont les mêmes selon tous les vaccins? Est-ce qu'il n'y en a pas qui en produisent plus, par exemple les ARN messages par rapport aux autres? Vous avez vu quelque chose là-dessus? Chez les fragilités, chez tout le monde. Donc, tous les vaccins, quels qu'ils soient, oui. Okay. Le vaccin chinois qui est basé sur une technologie ancienne. La spike est très pro-inflammatoire, donc elle est très toxique quand même. Ouais. C'est pas bon. Beaucoup de possibilités, parce que j'ai un fils qui doit aller au Brésil, et l'université brésilienne lui impose le vaccin. Je dis, mais je peux abandonner ces 2 ans d'études que tu dois faire là-bas. Je comprends. Ma réponse serait effectivement ne pas aller au Brésil. On m'a déjà appelé plusieurs fois pour me demander le produit magique pour pouvoir faire le vaccin malgré tout et prendre l'antidote. Il n'y a pas. Je pense que c'est vraiment l'argile. Mais oui, je sais, mais l'argile avant, l'argile après, l'argile en boisson, mais c'est injecté en vous, quoi. Même le venin de serpent, on n'arrive pas à l'enlever complètement. Que la personne vraiment la parole un micro. Bonsoir madame, on parle beaucoup de gens qui sont vaccinés, des effets secondaires, ce qui est tout à fait normal, mais on parle peut-être trop peu de gens qui ne se sont pas fait vacciner et qui sont quand même victimes du Covid. Donc, et il y a des gens qui meurent aussi, ou qui ont des effets secondaires, mais apparemment on n'en parle jamais. Et donc, par rapport à cela, je voudrais vous demander si vous savez évidemment faire ce distinguo dans votre patientèle. Est-ce que vous recevez des femmes qui ne sont pas vaccinées, mais qui ont, disons, des symptômes du Covid, ou bien qui viennent d'autres pathologies, ou simplement un examen de routine, parce que ce serait intéressant de voir un peu si c'est 80% de personnes qui ont été vaccinées que vous avez dans votre patientèle, ou bien seulement 20% de non-vaccinés, ou bien vous ne savez pas faire ce qui est possible d'ailleurs, le distinguo entre ces deux catégories. Merci. Donc j'ai à peu près 2/3 de ma patientèle qui est maintenant vaccinée, à la louche, parce que je n'ai pas compté. Les patientes, j'ai soigné beaucoup de gens qui avaient Covid, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des femmes enceintes qui n'étaient pas mes patientes. J'ai soigné beaucoup de gens cet hiver avec toutes les vitamines que j'ai citées, certaines personnes avec l'ivermectine. Moi-même, j'ai fini par attraper Covid et je me suis soignée avec l'hydroxychloroquine, parce que l'ivermectine était un peu difficile à trouver à ce moment-là, et je préférais laisser ça à mes patients. Et ce que je vois, c'est que, par exemple, les femmes qui ont Covid ont
un trouble du cycle, éventuellement pendant 1-2 mois après l'infection. Mais ça se rétablit spontanément. Donc, c'est pas quelque chose d'aussi prégnant, d'aussi ancré qu'après vaccination. J'ai évidemment aussi des gens qui n'ont pas été pris en charge, qui ne savaient pas que je soignais Covid, qui n'ont pas été pris en charge, ou si ils ont été pris en charge avec du Dafalgan par téléphone, et qui ont des séquelles respiratoires, des grosses fatigues. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est d'abord un bon bilan sanguin, vraiment complet, pour voir où le bas blesse, parce que parfois c'est simplement qu'elles ont 7 de vitamine D, alors qu'il faut être entre 60 et 80, hein, donc parfois c'est bêtement ça, entre guillemets, bêtement parce que le généraliste il aurait pu le voir s'il l'avait cherché, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de traiter des Covid longs avec notamment de l'ivermectine qui marche assez bien dans ces cas-là, mais c'est parfois un petit peu plus long à prendre. Enfin, voilà. Le schéma n'est pas tout à fait le même, et je rappelle que comme toute maladie, il faut soigner précocement évidemment, et c'est tout l'intérêt d'être pris en charge directement, physiquement, d'être examiné. Donc moi j'ai toujours soigné les gens après les avoir reçus, examinés, auscultés, écoutés. J'ai fait la liste de leurs effets secondaires, de leurs contre-indications, des médicaments, les pathologies qu'ils avaient, etc. J'ai accepté de soigner 3-4 personnes à distance parce que c'était des gens en Suisse et en France et que physiquement c'était impossible de se voir. Mais à ce moment-là, je les ai contactés tous les jours. Et je retombe sur cette histoire du stress. Prendre soin de l'autre, c'est être là. Et donc les gens que je pouvais pas... Enfin, j'ai aussi évidemment rappelé mes patients que j'avais vus physiquement 2-3 jours après pour me demander comment ils allaient. Mais j'ai été encore plus présente avec ceux que j'avais jamais vus. Et j'ai soigné des gens par Messenger, simplement en leur disant ça va, ça a été, vous n'avez pas trop toussé, vous vous sentez comment, prenez un petit peu de fleurs de bac, prenez un petit peu d'huile essentielle en plus, n'oubliez pas de sortir, allez vous balader, aérez-vous, ne fût-ce que 15 minutes, retirez votre pull, vous avez trop chaud, etc. Des trucs comme ça, mais du bon sens, mais vraiment, voilà. Donc les gens qui sont encore patraques, moi j'ai 0 hospitalisation sur les gens que j'ai soignés. J'en ai eu 2-3 qui étaient un petit peu plus difficiles à soigner parce qu'ils avaient leur fragilité ou parce qu'ils étaient vaccinés. C'est possible que ce soit le vaccin qui les ait rendus un peu plus fragiles et que j'ai eu un peu plus de mal à soigner ces gens-là, mais j'ai 0 hospitalisation et j'en ai pas un qui a fait un Covid long. Donc je pense vraiment qu'on en revient à ça, la médecine, c'est prendre soin des gens, c'est les recevoir, les écouter, les soigner dans leur spécificité, dans leur particularité, et puis prendre de leurs nouvelles. Voilà. Oui, en fait, moi, je suis infirmière enseignante, et c'est vrai qu'on est très peu, j'ai très peu de collègues qui sont avec moi dans cette lutte. Moi, je n'arrive plus donc à suivre les médias, donc j'ai un petit peu de difficulté pour le moment à savoir ce qu'il en est de la vaccination obligatoire, parce qu'effectivement, moi, je risque de perdre mon emploi, évidemment, c'est auquel je ne tiens pas du tout. Voilà. Merci de ce qu'il en est. Il y a une question en plus ici. Oui, bonjour. Mais ce n'est pas tellement une question, c'est parce que j'étais étonné que Madame a sorti pour la première fois le mot qui pour moi est la clé de tout, la peur. C'est la peur qui au départ a lancé toutes les masses sur la vaccination, c'est la peur qui détruit tout. Et je pense que la solution pour Madame, pour tous ceux qui sont vaccinés, s'ils n'ont pas peur, s'ils ont moins peur, s'ils ont plus confiance dans leur corps est peut-être aussi capable de détruire le vaccin, de détruire les effets nocifs. Et donc, si on a confiance dans son corps, c'est ça l'espoir, et c'est ça pour moi la solution qui peut redonner l'espoir, qui peut redonner la force au corps de se battre et de gagner. Voilà, c'est tout ce que je veux. Alors, pour répondre sur la vaccination obligatoire des soignants,
Pour l'instant, nous avons obtenu, par diverses actions en justice, un délai pour avoir l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État donne un avis qui est consultatif, qui n'est pas contraignant, c'est-à-dire qu'il peut dire non, finalement, ça ne vaut pas le coup, et que les députés votent quand même. Mais on gagne 3 semaines, 1 mois, et probablement que ça va donc être remis sur la table des négociations et des votes pendant que tout le monde sera en vacances. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. S'ils font comme la loi pandémie, ils vont la voter à 3h du matin quand tout le monde s'en fout. Je ne sais pas. Je n'ai pas ma boule de cristal. Je pense que, évidemment, c'est très effrayant de perdre son emploi et de ne pas savoir ce qu'on va devenir demain. D'un autre côté, c'est aussi une belle opportunité pour se réinventer et pour voilà. C'est pas ce que je souhaite, hein, mais je pense que ça sera peut-être comme de choisir de partir au Brésil ou pas. Je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. S'ils nous obligent à la vaccination, pour moi, c'est clair. Je n'y vais pas. Donc, voilà. Mais c'est vraiment pas ce que je souhaite. Ce serait très injuste. Enfin, ce serait une catastrophe pour beaucoup de gens, etc. Mais on n'est pas quand même en France, où là, ils ont suspendu leurs soignants. C'est tout à fait logique dans une pandémie d'empêcher les médecins de soigner et d'ensuite empêcher tout le personnel soignant d'aller travailler. Ça, c'est vraiment, on est vraiment dans une logique imparable. Si détruisons la population le plus vite possible, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc les soignants suspendus en France, ils ont interdiction de travailler à autre chose. Ils sont pas renvoyés. Ils ne sont pas payés, ils n'ont pas droit au chômage, ils n'ont pas d'indemnité, de congés payés, de rien du tout, ils n'ont même pas touché leurs heures supplémentaires. Ils sont dans une espèce de no man's land, ils sont littéralement suspendus dans le vide, au bon vouloir de M. Macron et de sa clique. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, et il y a des différences entre les soignants statutaires, les autres, enfin c'est assez complexe, et il faudrait aller vers notre bon droit pour avoir plus de détails, je pense, parce que moi je suis ça d'assez loin, les détails je ne connais pas. Alors, évidemment la peur, oui bien sûr que c'est le premier outil du totalitarisme, hein, et donc c'est uniquement par ça qu'ils nous tiennent. Et les gens qui ont des effets secondaires sont peut-être aussi atteints d'un choc post-traumatique, ou vont l'être. Mais il y a le côté physique qu'on ne peut pas nier, c'est qu'ils ont effectivement des atteintes organiques, et puis ils ne le vivent pas bien. Et puis ça doit les inquiéter, évidemment. Qu'est-ce que je vais devenir demain, et comment je gère mon corps que je ne reconnais plus. Et même nous, hein, on est quand même... Enfin, c'est pas évident de se dire qu'on a face à nous une espèce de rouleau compresseur comme ça qui veut tous nous détruire, et après pour refaire un être humain avec des puces et des téléphones intégrés, des trucs qui sont fous, hein. C'est évidemment très stressant, et j'ai fait un petit discours comme ça un jour où je disais que c'est la première chose qu'il faut abandonner, si tant est que c'est possible d'une certaine façon, c'est abandonner la peur de certaines choses. Et c'est là que j'en viens à dire, il faut savoir ce qu'on est prêt à perdre. Si vous êtes prêt à perdre votre emploi ou vos années d'études ou votre confort matériel, votre voyage à Bali, ben vous n'avez plus peur de le perdre parce que vous êtes OK avec ça. On a tous des peurs, et il y a des choses qui nous sont essentielles. C'est normal, on ne veut pas perdre nos amis, on ne veut pas perdre notre famille, on veut pas perdre le sens de la vie. Mais en travaillant en lien avec d'autres, je pense qu'on remet du sens justement. Et que les gens qui ont des effets secondaires, il faudra aussi les traiter comme des soldats qui ont été au front et qui ont des traumas. C'est une médecine intégrative qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur donner 3 granules ou de
potions et que ça va être merveilleux. Non, il faut les écouter, il faut être présent. Et ils auront peut-être besoin d'un psychologue, ils auront peut-être besoin d'un ami, ils auront peut-être besoin d'un parent, mais ils auront certainement besoin de quelqu'un pour les écouter. Ça va être notre boulot aussi, quoi. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit unis. On a tous les symptômes du creux ludique. C'est un concept bien connu des formateurs. Après 90 minutes, on voit que les gens commencent à se lever, à aller prendre un verre, à sortir. C'est le creux ludique, on sait qu'à ce moment-là, il faut lever le pied. Donc, avec le docteur Kayser, on s'était dit peut-être, allons-nous prendre une dernière question, et puis on va arrêter. Mais le problème... Et derrière, oui, c'est ça. Et donc, il y en a là derrière aussi. Est-ce que vous restez encore un peu au bar avec nous? Oui. Un petit peu. Il y a un bar. Oui, il y a un bar. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend encore une question et puis on arrête? Alors, ouais, je ne sais pas trop qui. Est-ce que les vaccins sont toujours conservés à moins 80 degrés? Peut-être à Vinci, on a investi dans des congélateurs. En Afrique, ou alors non. c'était la connerie. Et ça démontre la manipulation à tous les niveaux. On n'entend pas. La conservation des vaccins dans les frigos à moins 80 degrés, elle est très aléatoire en fonction des officines et en fonction des pays. Voilà. C'est pas vraiment une question. Voilà, je crois que là maintenant on va vraiment arrêter. Peut-être pour ajouter encore un mot, c'est vrai, prendre soin les uns des autres, mais peut-être militer aussi. Moi, personnellement, je suis passée à travers tout parce que j'ai milité, que j'ai été à toutes les manifs et que franchement, je me sens très bien à cause de ça. On se sent porté. Et parce qu'on est ensemble aussi, qu'on n'a plus peur, en fait, je pense. Donc voilà, on va remercier peut-être Madame Laurence Kayser. Merci beaucoup. Bravo.